Il est 20h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a parrainé ce samedi la sortie officielle de la génération Blessoué de Songon Agban. Elle franchit, cette génération bien sûr, une nouvelle étape de son cheminement vers la gestion des affaires du village. Une étape importante de ce cheminement qui s'est déroulé dans l'allégresse. Assure au cours de cette édition le reportage de Hugues Hervé Blé et de Ulrich Adongon. Et puis le centre des opérations de sécurité du Trésor public et celui des nouveaux locaux de la Banque des dépôts du Trésor ont été inaugurés hier vendredi par le ministre des Finances et du Budget. Le ministre Adama Coulibaly a également eu une séance de travail avec la direction générale du Trésor. On en parle également dans cette édition. Et chaque année, la fête de fin d'année, vous le savez, madame, monsieur, apporte leur lot de joie, de rassemblements familiaux et bien sûr de cadeaux. Mais derrière l'illusion de la magie des fêtes se cache une question qui divise. Dans une époque marquée par l'égalité, pourquoi certaines femmes exigent-elles de l'argent des hommes pour les fêtes de fin d'année? On en parle également dans cette édition. Et puis au Mozambique, l'opposition conteste la victoire à la présidentielle du président élu Daniel Chapo. Une contestation qui a ouvert le champ à la violence. L'opposition dénonce des manipulations du parti au pouvoir. Barricades, incendies et rues paralysées sont le quotidien des populations depuis le début de la contestation qui a fait plus de 120 morts selon une organisation non gouvernementale. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour ce 20h. Nous disions à l'entame de cette édition dans les titres, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a parrainé la sortie de la génération Blessoué du côté de Songon Agban, une génération qui marque donc son engagement et donc son engagement dans la gestion des affaires du village, une étape importante de son cheminement vers la gestion du village. Cérémonie donc parrainée par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Nous y reviendrons assurément au cours de cette édition. Et dans un contexte heureux et surtout plus calme, le centre des opérations de sécurité du Trésor public et celui des nouveaux locaux de la Banque des dépôts du Trésor ont été inaugurés hier vendredi par le ministre des Finances et du Budget, le ministre Adama Coulibaly. Il a également eu une séance de travail avec la direction générale du Trésor où des questions relatives aux réalisations et aux défis de cette régie financière ont été abordées. Les précisions de Dangui Dangui. En 2024, le Trésor public a mobilisé plus de 156 milliards de francs CFA pour un objectif de recouvrement de 125 milliards, soit un taux de recouvrement de 125%. Quant au taux d'appurement de la dette intérieure, il s'élève à 64%. Des chiffres issus des réalisations du Trésor public révélés ce vendredi par son directeur général en marge de la cérémonie d'inauguration du Centre des opérations de sécurité du Trésor public. Nous avons également réalisé l'évaluation du fonctionnement du compte unique du Trésor, l'élaboration ainsi que la transmission à votre cabinet d'un projet d'acte en vue de la mise en place d'un cadre permanent d'échange avec les directions générales du budget, des impôts, des douanes et des financements. Le ministre des Finances et du Budget a salué les réalisations de la Direction générale du Trésor, qu'il a d'ailleurs qualifiée d'administration d'excellence, malgré les défis auxquels celle-ci est confrontée. Je vous invite donc à poursuivre vos actions visant la généralisation effective de la plateforme digitale de recouvrement des recettes non fiscales et de règlement des dépenses de masse dénommée Trésor P, Trésor Monnaie. De plus, je voudrais revenir sur les mesures de bonne gouvernance prônées au plus haut sommet de l'État qui requièrent, entre autres, que les acteurs publics fassent preuve de probité, de rigueur et de transparence dans l'exercice de leurs fonctions. Juste avant cette rencontre, ont eu lieu la cérémonie d'inauguration du Centre des opérations de sécurité du Trésor public et celle des nouveaux locaux de la Banque des dépôts du Trésor. Un reportage signé Dangui Dangui. Depuis ce samedi 28 décembre 2024, l'ouverture des caisses aux contribuables est effective sur toute l'étendue du territoire national. L'administration fiscale qui voulait ainsi rattraper les dysfonctionnements de son système et permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs impôts avant la fin de l'année était au rendez-vous. Le directeur général des impôts a fait le constat. Avec lui, une de nos équipes. Reportage signé Léon Bro. Cocody, direction régionale des impôts, Abidjan Nord 1. Des agents à la tâche ce samedi, jour non ouvré, pour faciliter aux contribuables le paiement de leurs impôts. Dans cette ambiance des jours ordinaires,
arrive le chef de l'administration fiscale. Ouattara Siabou encourage ses collaborateurs, puis échange avec des contribuables sur leur perception des réformes fiscales. On a posé le problème général qui est l'élargissement de l'assiette pour que les impôts puissent réduire les taux dans le futur. En saluant le civisme de ses interlocuteurs, le directeur général des impôts invite les retardataires à se mettre à jour avant la clôture le 31 décembre de l'année fiscale 2024. Trop tôt ici pour un bilan, mais Ouattara Siabou satisfait de la mobilisation ce samedi des contribuables à travers le pays. On est même allé plus loin. En ce qui concerne l'impôt foncier, j'ai fait une communication pour demander aux contribuables qui payent avant le 31 décembre qu'on leur ferait donc grâce des pénalités. Je suis heureux de constater que nos contribuables, nos concitoyens, nos clients se sont massivement déplacés. Cette ouverture exceptionnelle répond à un double objectif, rattraper les dysfonctionnements des services fiscaux, permettre aux contribuables d'anticiper sur leur retard, le tout pour prévenir les engorgements de caisse des derniers jours. Avant donc le directeur général adjoint a apporté son soutien aux agents des impôts. Et madame, monsieur, dans le fil de l'actualité nationale, ce communiqué de l'état-major général des armées en réaction à des propos tenus par le chef de la junte au pouvoir au Niger à l'encontre des forces armées de Côte d'Ivoire. Selon le général Abdourahmane Chiani, les forces armées de Côte d'Ivoire contribueraient à la formation d'individus susceptibles de porter atteinte au pouvoir de Niamey. Des accusations battues en brèche par l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Souleymane Donissongo. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne et en circulation sur Internet, le général Abdourahmane Chiani, chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru devoir, dans une interview, se répandre en une série de récriminations contre notamment les forces armées de Côte d'Ivoire, qu'il accuse ouvertement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette formation, selon le général Abdourahmane Chiani, serait de déstabiliser le pouvoir issu du putsch du 26 juillet 2023. La gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées sans aucun début de preuve par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Elles demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont, pour l'heure, loin d'être atteints. Fait à Abidjan, le samedi 28 décembre 2024. Le général des corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Un communiqué de l'état-major général des armées lu pour vous par Souleymane Donissongo est toujours dans l'actualité nationale. Sachez que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, continue d'apporter de la joie dans le cœur des populations du Bassa-Sandra. Après San Pedro, ce sont les personnes indigentes et les enfants de famille démunis de la région du Boclé qui retrouvent le sourire en cette période de fête de Noël et de Nouvel An. Le président du conseil régional du Boclé était chargé de la remise des différents dons, en présence bien sûr de notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra, Sam Conan. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, rend possible et agréable les fêtes de fin d'année dans plusieurs familles dans la région du Boclé. Ce sont au total 100 familles démunies qui reçoivent des vivres et non-vivres, composés de riz, de poulet, d'huile et d'une enveloppe pour leur permettre de passer sereinement et dans la joie des fêtes de fin d'année. Je le remercie beaucoup. Que Dieu me veille sur lui. Que Dieu lui donne une longue vie. Je lui dis grand merci pour ce qu'il a fait pour nous. Il fait pour nous, ces mamans-là. Dieu n'a qu'à prolonger ces jours. 100 enfants de familles en difficulté retrouvent également le sourire à travers des jouets comme cadeau de Noël. Grâce à la générosité du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous avons vu des parents émus et contents de voir que les moyens qu'ils n'avaient pas, quelqu'un d'autre a permis d'avoir ces moyens-là. Nul ne peut être heureux tout seul, nous disait Raoul Folero, il y a des dizaines de décennies. Une réalité dans le Boclé avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.
Et en cette fin d'année, le ministre-gouverneur du Gouroba, Moussa Dosso, a fait don de vivres et non-vivres aux populations de sa région. Il a par la suite remis du matériel aux élèves du lycée professionnel de Mankono. C'est ce que nous dit Jean-Marc Tchéchi. Plusieurs élèves du lycée professionnel de Mankono reçoivent leurs attestations de fin de formation ainsi que du matériel de travail. Un don du ministre-gouverneur Moussa Dosso. Ces outils leur permettront de démarrer leurs activités. Selon le ministre-gouverneur Moussa Dosso, le goût du travail et le mérite doivent être le credo de la jeunesse. Ces jeunes, pendant 8 mois, ont subi ces formations et aujourd'hui, ils sont au terme de cette formation. C'est à nous, justement, de les aider à obtenir les appuis nécessaires pour qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont appris. En tout cas, pour ma part, je m'engage à le faire dès que je serai contacté pour des cas d'emploi, d'apprentissage. Je me mettrai vraiment à disposition pour leur trouver ces différents stages. Après le lycée professionnel, c'est au tour des associations de femmes de Mankono de bénéficier du soutien de Moussa Dosso. Elles reçoivent 4 tricycles, des chaises pour leurs activités génératrices de revenus, des vivres et non-vivres pour les fêtes de fin d'année. À l'issue des échanges, ces femmes ont été exhortées à l'union et la cohésion, gage du développement de toute localité. Et la magie de Noël s'est également exprimée à Sakassou. Le Père Noël a aussi visité les enfants de la ville. Ils ont reçu des cadeaux et avaient les yeux pleins de bonheur. Initiative portée par le mouvement des cadres unis pour Sakassou, avec à sa tête le ministre directeur du vice-président de la République, Aoutou Emmanuel Ouattara. Reportage donc Ouattara Djeneba et Soro Corona. Les 1000 meilleurs écoliers, élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire sont honorés en ce jour de nativité. C'est le village d'Assandré dans le département de Sakassou qui a servi de cadre à la célébration. Cette initiative du mouvement des cadres unis pour Sakassou, présidée par le ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou, vise à promouvoir l'excellence dans le département. On s'amuse aujourd'hui parce qu'on est content de vous. Ce que vous devez me promettre, c'est de bien travailler à l'école. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Cher papa, tu viens de nous combler de joie. Nous, les enfants du département de Sakassou, les cadeaux que nous venons de recevoir nous permettront de passer une agréable fête. Cette action s'inscrit dans le cadre de la première édition des journées socio-économiques de Sakassou, placée sous le haut patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Melet Kone. En marge de cette cérémonie, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a offert du matériel agricole, des machines à coudre aux associations des femmes du département pour leur autonomisation, dont remis par Emmanuel Aoutou. Et vous l'avez compris, le Père Noël à Sakassou s'appelait Emmanuel Aoutou, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Madame, monsieur, célébrer les fêtes de fin d'année, c'est aussi mettre la main à la poche et surtout mettre de l'argent à disposition des fêtards. On parle d'ailleurs dans le jargon ivoirien d'argent de fête. Et c'est l'homme qui doit satisfaire à cette tradition dans une époque marquée par l'égalité. Pourquoi certaines femmes exigent-elles de l'argent des hommes pour les fêtes de fin d'année? Tradition, besoin, obligation, mais pression sociale. On en parle dans ce reportage signé Sephora Zegui. À l'approche des fêtes de fin d'année, la pression des cadeaux est omniprésente. Mais pour certaines femmes, le cadeau idéal ne se cache pas sous un sapin. Il se trouve dans l'enveloppe d'un billet de banque, en somme, dans la poche des hommes. Si tu vis avec ton mari, s'il y a fête, ce n'est pas tous les jours il donne. Donc on dit on rentre dans la nouvelle année, il peut dire « Ah, maman, tiens, tu vas payer un copain d'épargne. » L'argent des fêtes, c'est important pour moi. Les fêtes de fin d'année sont devenues une période où les attentes financières prennent le pas sur la symbolique des échanges de cadeaux. Pour les Abidjanaises, l'argent qui sort de la poche des hommes a une saveur bien particulière. C'est normal qu'on nous donne l'argent des fêtes. Je travaille, mais c'est pour moi-même. C'est pour moi. Pour lui, c'est ça qui est doux, donc c'est pour lui, là, il doit bouffer. 20h, commune de Cocody, quartier Angré, à proximité du CHU. Un groupe d'amis se retrouve dans une crêperie. Jamais l'on des fêtes importantes comme ça. Le trio est unanime. La fête n'est pas complète sans un coup de pouce financier du partenaire. On a soutenu toute
toute l'année. En prière, de en parole. janvier jusqu'en décembre, ma soeur. Quand tu finis tout ça là, tu nous donnes de l'argent pour que Dieu multiplie. Pour Dila et ses copines, l'argent de fête est une obligation. Toute l'année, je t'ai soutenu moralement, peut-être même financièrement et tout. Dans ce petit temps-là, c'est de juste venir me montrer que c'est pas vrai en fait, et puis me faire les petites mimiques. Ton argent est toujours plus doux que mon argent. Pour moi, ça ne dévalorise pas. Au contraire, quand tu me donnes l'argent, c'est comme si aux yeux de Dieu même là, tu es un roi. Un homme doit donner l'argent de fête à sa go, à sa femme, à tout le monde. Tout ce qui est femme dans ta vie, il faut que tu donnes un peu d'argent de fête parce que c'est une période où il faut que la femme se refasse une beauté, s'achète de nouveaux trucs, se fasse plaisir, tout et tout, tu vois. Et acheter cela avec l'argent de son gars, ça rend l'histoire encore plus sucrée. Si pour certains, l'argent de fête est une coutume bien ancrée, pour d'autres, il incarne une attente particulière. Mais pour ces jeunes filles, cet argent qu'elles reçoivent avec le sourire leur permet d'ajouter encore plus de magie à leur festivité. Quand je demande l'argent de mon gars, est-ce que mon teint diminue? Non. Est-ce que mon intelligence diminue? Non. Est-ce que ma valeur propre en tant que femme diminue? Non. Au contraire, quand je demande l'argent de mon gars, ça me grandit en tant que femme. Mais que pensent les hommes de cette pratique? Il n'y a pas une loi qui dit forcément qu'un homme doit donner des moyens économiques à une femme lors des fêtes. Je pense que dans la vie, c'est le donner et le recevoir. On donne une chose à une femme quand on aime, quand on veut, on le matérialise, ça ce qui ne manque pas. C'est normal qu'on donne cet argent aux femmes parce qu'elles sont notre maman. Voilà, elles le méritent parce qu'elles font beaucoup pour nous. Donc chaque fin d'année, voilà, on doit honorer ces femmes-là. Je trouve que venir à chaque fête, venir demander à l'homme d'acheter telle chose, lui imposer telle somme, ce n'est pas bon. En tout cas, elle n'a qu'à se débrouiller elle-même, elle va s'acheter de quoi elle a besoin. Et si la magie des fêtes de fin d'année ne résidait pas dans les valeurs matérielles, mais dans le partage, l'amour et la bienveillance, les cadeaux financiers ne doivent-ils pas laisser place à des gestes plus authentiques et significatifs? Entre tradition et modernité, l'argent de fête est devenu un sujet incontournable. Pour certains, un simple geste de générosité, pour d'autres, un enjeu culturel et économique. Et madame, monsieur, vous pourrez pousser bien sûr la réflexion sur le sujet dans vos salons. À ceux que vous allez voir, vous les connaissez certainement, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Ce sont les volontaires de la Cannes. On les retrouve sur un autre terrain après avoir fait preuve d'engagement et de discipline dans l'organisation de la Cannes 2024. Les jeunes volontaires ont été sollicités à nouveau par la Direction générale des transports terrestres de la circulation. Cette fois, ils auront pour mission d'aider à la sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Une mission pour laquelle ils se montrent déjà près. Notre reporter Khalid Dumondé les a rencontrés. Après leur contribution à la réussite de la Cannes 2023, les jeunes volontaires ne sont pas oubliés. Eu égard à leur dévouement pour la patrie, ils sont sollicités par l'ancien responsable du programme volontaire du COCAN, Oumar Sako, aujourd'hui directeur général des transports terrestres et de la circulation. Il veut s'appuyer sur cette communauté de jeunes pour renforcer la sensibilisation au civisme routier. On a lancé la création de la communauté des volontaires au service du ministère des Transports. Ces jeunes-là vont nous accompagner sur les questions de sensibilisation, notamment sur la sécurité routière. Sensibiliser pour la sécurité routière, une mission noble aux yeux de ces volontaires qui décident de s'engager. En tant que volontaire, on va s'y mettre pour travailler, pour que tout se passe bien, pour éviter beaucoup d'accidents. Nous avons déjà donné notre quitus au niveau DG de la circulation terrestre. Nous sommes prêts à l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission afin que le message soit passé auprès de nos citoyens. La nouvelle communauté de volontaires au service du ministère des Transports ne se limite pas qu'à Abidjan. Elle concerne également les villes de l'intérieur. Elle est ouverte à tous les jeunes désireux de contribuer à la réduction des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Un engagement qui mérite encore d'être célébré. Un mot de politique dans ce 20h avec 41 778 primo-votants inscrits sur les 69 000 attendus. La coordination régionale du RHDP du Poro a fait le point sur sa campagne d'enrôlement sous l'impulsion de Gilbert Kafana-Koné, coordonnateur principal. Cette rencontre tenue à Korogo a permis d'évaluer les acquis et de définir les stratégies renforcées pour assurer une mobilisation optimale lors des prochaines échéances électorales. Ami Sissoko.
Un total de 41 778 primo-votants sur un objectif de 69 000 ont été inscrits sur la liste électorale dans la région du Poro par le RHDP. Ces chiffres ont été dévoilés lors de la réunion bilan de la coordination régionale du RHDP tenue à Korogo sous l'initiative du coordonnateur principal Gilbert Kafanakone. Ce bilan, nous le considérons comme positif. Surtout, la satisfaction que nous tirons, c'est la solidarité qui s'est manifestée par l'ensemble des cadres pour donc, le financement de cette opération. Les intervenants ont souligné les défis rencontrés et les enjeux de mobilisation dans cette campagne d'enrôlement. Selon le coordonnateur principal Gilbert Kafanokone, cette réunion a été l'occasion d'identifier les points forts de la campagne et de renforcer les stratégies en vue des prochaines échéances électorales. Les opérationnels qui ont fait ce travail, c'était une période de pression et je dois dire qu'ils nous ont quelquefois surpris par leur engagement, par leur détermination. C'est ce qui nous a permis d'obtenir ces résultats-là. L'événement se conclut dans une ambiance fraternelle, reflétant la détermination des responsables locaux à unir leurs forces pour assurer le succès du RHDP dans la région du Poro. Et loin du champ politique, le tourisme s'exprime. Les acteurs du secteur ont été honorés par la tutelle au cours de la 3e édition des Sublimes du tourisme. À plusieurs prix multisectoriels, dont 20 prix spéciaux ont été décernés dans diverses catégories à des personnes et structures œuvrant pour le rayonnement du tourisme en Côte d'Ivoire. Cette édition qui se tient autour de la thématique Côte d'Ivoire, terre de gastronomie, vise à mettre en évidence le patrimoine culturel et culinaire de la Côte d'Ivoire, à faire du secteur un pilier d'économie. Voici bien l'ambition du ministre du Tourisme et des Loisirs. Reportage Julien Gogo commenté par Jean-Marc Djedji. Événement annuel de distinction des acteurs du secteur du tourisme et des loisirs. La cérémonie Les Sublimes du tourisme est à sa 3e édition. Autour de la thématique Côte d'Ivoire, terre de gastronomie, elle enregistre la présence des personnalités telles que les ministres des Affaires étrangères et de la Culture. Président du comité d'organisation et du fonds de développement touristique, Marcel Nguetia rappelle l'impact de la stratégie nationale du secteur. Nous allons les accompagner. Cette année, il y a eu le prix des Sublimes d'une enveloppe de 10 millions offert par le fonds de développement touristique afin d'accompagner l'identité qui s'est fait remarquer le plus dans la qualité des services. Siandou Fofana rend hommage à Awa Blichi Noël, alias Gros Bédel, décoré à titre posthume pour son apport à l'industrie du divertissement. Il était important que le gouvernement leur dise en quoi ils ont joué un rôle éminemment important pour l'essor de l'économie touristique et l'économie en général pour notre pays. Et donc nous sommes venus leur témoigner la gratitude de la nation. 50 acteurs récompensés, des distinctions spéciales décernées pour couronner la carrière des personnalités et structures majeures du tourisme. Je crois que c'est une reconnaissance au fondateur de notre groupe, M. Olo Anouma Germain, qui a été l'un des précurseurs du développement du tourisme local en Côte d'Ivoire. Je dédie ce prix à tous les médias, à tous les journalistes qui ont accompagné le ministère du Tourisme dans la mise en œuvre de la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire pour permettre à notre pays d'être parmi les top 5 des destinations en Afrique. Ce prix est le signe que nous devons continuer à travailler. Initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs, en partenariat avec les fêtières, Sublime du tourisme consolide l'industrie touristique pour en faire un pilier économique. Et dans l'actualité internationale au Mozambique, l'opposition conteste la victoire à la présidentielle du président élu Daniel Chapo, une contestation qui a ouvert le champ à la violence. L'opposition dénonce des manipulations du parti au pouvoir, barricades, incendies et rues paralysées sont le quotidien des populations depuis le début de la contestation. Les populations craignent pour leur sécurité. Des manifestations de l'opposition réprimées par la police, la capitale Maputo et d'autres grandes villes du pays sont touchées par cette vague de violence. À plusieurs jours de manifestations pour contester le résultat de l'élection présidentielle. Une contestation qui a fait plus de 120 morts selon une organisation non gouvernementale. Et place à présent la page culture de ce journal. Mesdames,
messieurs, nous l'annoncions au début de ce journal. Danse guerrière, chant de victoire, toute la symbolique de la culture Atchan était de sortie ce samedi du côté de Songon-Agban, où la génération Blissou, effectue sa sortie officielle, nouvelle étape de son cheminement vers la gestion des affaires du village. La cérémonie parrainée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, reportage signé Ulrika Dongon, Hugues Réblé. Le village de Songon-Agban, en fait, la génération Blessée fait sa sortie officielle ce samedi en présence d'un invité de marque, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Avec cette sortie officielle, la génération Blessée démontre son attachement à la culture Atchan. Cette étape est l'avant-dernière avant celle qui marquera sa maturité et sa disposition à assurer la gestion de la communauté villageoise. Une sortie officielle marquée du sceau de sa maîtrise de ce qui fait l'identité culturelle du peuple Atchan, des pas de danse tels que hérités des anciens, l'occasion d'affirmer leur engagement à assurer la préservation de leur identité culturelle. Le peuple Tchaman est un peuple guerrier, certes, un peuple puissant, fier, mais c'est un peuple pacifique. Il est amoureux et jaloux de sa tradition, de sa culture. Nous avons 4 grandes générations, à savoir les Blessoué, Nyando, Dougbo et Tchagba qui est aujourd'hui au pouvoir. Comme une fleur qui a plusieurs couleurs, il faudra tirer le positif de votre diversité. Témoin privilégié de l'étape 2 de la marche des Blessés vers la gestion de la communauté villageoise de Songon-Agban, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler les promesses du chef de l'État. Ce que nous avons retenu de faire pour Songon, grâce au président de la République, ne fait que commencer. Et je peux vous assurer que ce que nous recherchons auprès de vous, nous ne recherchons que le travail en commun, en nous appuyant sur des cadres sérieux que nous avons à Songon-Agban ici, et des personnalités qui ne cherchent que le bien de la communauté. Au regard des grandes potentialités que cette commune présente pour la Côte d'Ivoire. Et notre souci, c'est de faire en sorte que demain, tout Songon soit en chantier, parce qu'il y aura des zones industrielles, il y aura des grands commerces, il y aura des grands hôpitaux, il y aura des grandes écoles, il y aura de grands centres de formation des jeunes pour que les jeunes soient en activité. La génération Blessée de Songon-Agban compte 1400 membres, tous déterminés à se donner les moyens de réussir la gestion de la communauté villageoise quand viendra le moment. Reportage de Hervé Blé, Ulrika Dongon et de Songon. Nous revenons dans le studio A de la RTI. Vous le savez, la pêche culture, c'est aussi un invité. Ce 20h, nous recevons le commissaire général de l'Adaye Kessié Festival, M. Bini Ouattara Daouda. Bonsoir, M. Bini Ouattara Daouda. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Oui, super, ça va. Alors, avec vous, nous parlerons du bilan de cette 9e édition de l'Adaye Kessié, festival donc qui s'est tenu du mardi 29 octobre au samedi 2 novembre dernier. Et nous parlerons bien sûr de sa jeunesse, de son apport en termes de plus-value pour la région, bien sûr, qui a donc accueilli ce festival. Et ce sera dans un court instant, mais pour l'heure, vous restez avec nous sur ce plateau. Le temps pour nous de regarder à une actualité, à madame, monsieur. Le 17 novembre s'éteignait donc un artiste qui avait fait de la peinture sa passion. Et ce qu'il faut retenir, c'est que son nom, c'était Monebou. Hommage donc lui a été rendu dans la commune de Cocody au cours d'une cérémonie. Étudiants, artistes, proches et passionnés d'art, tous venus célébrer la mémoire du disparu. C'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, à Françoise Remarque, Yves Niazalé, Sephora Zeki pour le reportage. Dans une ambiance empreinte d'émotion, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle accueille la cérémonie d'hommage au peintre Monebou. Un focus sur la vie et les créations de Monebou constitue les points forts de cet hommage. En ces moments douloureux de tristesse, notre consolation se trouve d'abord dans les meilleurs souvenirs de joie, de bonheur que nous avons partagé avec le maître Monebou. Il a laissé
un immense héritage artistique et culturel. Pour la ministre de la Culture et de la francophonie, l'hommage à Monébou est une occasion de célébrer son talent exceptionnel tout en soulignant l'influence qu'il a exercée sur la nouvelle génération d'artistes. Monébou est un peintre de lumière dont le pinceau célèbre les couleurs et la vie. À travers chaque toile, chaque coup de pinceau, il nous dévoilait une part de lui-même, une vision unique du monde, un regard sur notre époque, parfois lumineux, toujours authentique. Décédé le 7 novembre 2024, Monébou a consacré 50 années de sa vie à l'art plastique. Un artiste ne meurt jamais, ses peintures parleront assurément à plusieurs générations. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à suivre le regard de notre reporter Michel Digré qui assistait à la projection de l'avant-première d'un court-métrage intitulé L'autiste au-delà du silence. Ce film projeté hier vendredi en soirée aborde les défis de l'autisme, les relations familiales et la lutte contre les préjugés. Il aborde l'histoire de Fabrice, un enfant autiste qui s'exprime à travers le dessin. Reportage. Une trentaine de minutes émouvantes pour faire tomber les préjugés sur l'autisme. Le public convié à cette avant-première est séduit par la qualité de la production. C'était des acteurs professionnels. J'étais bon, la réalisation aussi était bonne. L'autisme au-delà du silence, c'est l'histoire de Fabrice, un enfant autiste non-verbal qui a inspiré la réalisatrice Takou Dassi. C'était une rencontre avec un jeune petit garçon autiste qui a bouleversé, je peux dire, ma tranquillité en pleine réflexion personnelle et qui est venu apporter une grande réponse de l'acceptation de soi et de l'inclusion sociale malgré nos différences et malgré qui nous sommes. Tourné entre Saint-Fra et Boisflé, ce court-métrage est parrainé par Epiphane Zorobalo, cadre de la Maraoué qui a été distingué en marge de cette projection. Ils ont besoin de notre solidarité pour développer tout le talent qu'ils ont. Nous sommes en une période de fête, période de Noël. Cette catégorie d'enfants n'est pas oubliée. C'est un beau cadeau qui leur est fait de voir tout ce monde autour d'eux pour dire c'est ensemble que nous pouvons évoluer. Et merci pour les réalisateurs, c'est un excellent film. Ce film sera traduit en plusieurs langues locales pour une projection dans toutes les régions du pays au cours de l'année 2025. Reportage Michel Digré et Gilles Tonien. Place à présent à l'échange avec notre invité. Monsieur Bini, je vous retrouve avec tout le plaisir d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Adaillé Festival, ce festival qui s'est tenu du mardi 29 au samedi 2 novembre et donc qui a célébré la culture bron. Dites-nous, ce festival, en quoi a-t-il consisté concrètement ? Alors, cette année, le peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage était le thème. Alors, il y a eu la participation des peuples transfrontaliers venus des autres peuples transfrontaliers, tels que nos parents qui sont venus de Tabou, de Kong, d'Agni-Blekro, de Bouna. Et tous ces peuples ont contribué vraiment à un partage d'échanges avec le peuple bron. Ça a été vraiment, je dirais, vraiment un partage agréable et ça a été super, un brassage culturel. Alors, des peuples transfrontaliers unis tous à Bondoukou à Tabaye. Alors, notre reporter Herman Yamien, à témoin de cette célébration, nous livre son constat à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Traditionnelle parade du roi, de ses chefs de province et des cantons pour clôturer l'Adaillé Kessié Festival. Cette 9e édition, le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjiman, bien que présent, n'a pas pris part à la parade, mais comme à l'accoutumée, cette édition a encore mobilisé des milliers de festivaliers de la sous-préfecture de Tabagno dans le département de Bondoukou pour assister à cet événement qui fait la promotion du riche patrimoine culturel du peuple bron. Placé cette année sous le thème « Peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage ». L'événement a réuni dignitaires, responsables politiques, diplomates, chefs de canton et leaders de communautés des autres régions du pays telles que les Kroumen, les Dan et les Koulango, ainsi que des invités des pays voisins
Preuve que le festival a su accroître sa notoriété, attirant chaque année un public de plus en plus large. Il y a eu une très belle cérémonie militaire et puis là on termine en apothéose avec ce spectacle absolument grandiose. Je vois des images étonnantes, donc ça va vraiment attirer. Donc je prie Dieu pour que l'année prochaine puisse me trouver, pour que je puisse assister. En plus des célébrations traditionnelles, des conférences et des panels, ainsi que des concours de beauté ont été organisés. Au-delà de sa fonction de conservation des traditions, le festival attire à être un acteur du développement local. Les élus et les responsables régionaux ont été invités à soutenir cette initiative ambitieuse qui vise à établir Tabagne comme une destination culturelle de premier plan. On a véritablement fait la fête à Tabagne. Ah oui, c'était vraiment magnifique. Et comme on vient de le voir dans cet élément, la culture bron a été véritablement célébrée. Mais dites-nous, qui sont les brons ? Alors, les brons sont au nord-est de la Côte d'Ivoire, mais qui vivent entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors, ils font partie du groupe Akan. Et je crois que nous parlons d'ici d'un royaume, le royaume bron. Et comment s'appelle le roi des brons ? Alors, Nana Adingra Kwasi Adjouman, l'unique roi des brons qui règne entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors, comment vous est venue l'idée justement de mettre sur pied un tel festival ? Alors, d'abord, nous rendons hommage à la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. À partir du moment où cette institution a été initiée, nous avons profité et déjà pour que les gens puissent mettre en valeur les us et coutumes de notre région, du royaume bron. Alors déjà, il fallait d'abord aller jusqu'au Ghana, convaincre nos parents qui sont au Ghana et les faire revenir en Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous avons pu réunir à faire une première édition. Et déjà pour montrer, pour mettre ces valeurs, ces us et coutumes, ces valeurs de ces us et coutumes. Et il faut reconnaître que c'est la reconnaissance au roi. Alors tous ces peuples unis avec faste renouvellent leur soutien au roi, renouvellent avec les chefs de province, avec les cantons. Donc il y a toute une organisation coutumière qui est derrière cet événement. Et donc ici nous rendons vraiment hommage à ces chefs traditionnels parce que cette hiérarchie traditionnelle qui était en veille, aujourd'hui, quand vous voyez toute cette hiérarchie aujourd'hui montre leur valeur culturelle au monde entier à travers ce festival à Daï-Kessié. Alors dites-nous, le visiteur qui vient pour la première fois à ce festival, qu'est-ce qu'il découvre d'impressionnant ? Oh, ben c'est tellement magique la Daï-Kessié. Parce que quand je dis magique, il faut vraiment y participer pour comprendre ce qui peut capter un visiteur. Et qu'est-ce que nous avons manqué ? Dites-nous. Oh, vous avez manqué presque tout parce qu'il y a ce qu'on appelle la majestueuse parade du roi et des chefs de province qui sont portés sur des palanquins et dont vous avez vu l'élément tout à l'heure, qui est unique en son genre. Parce que le royaume bron, c'est pour montrer d'abord comment étaient portés nos rois avant, qui ne marchaient pas à pied, parce que tout est fait avec majestueusement. Pour ne pas dire que le roi était pour nous un symbole, n'est pas roi n'importe qui. Donc aujourd'hui, le roi qui autorise ses chefs et ses chefs de province à être portés sur des palanquins pour montrer ce côté, pour ne pas dire aujourd'hui le roi seul n'est pas porté. Et c'était une très belle image de voir ce roi porté en triomphe. Alors dites-nous, quels sont les grands enseignements de cette 9e édition ? Alors cette 9e édition est portée sur les peuples transfrontaliers. N'oublions pas que la région du Gontougo, le royaume bron, est à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors nous avons invité les autres peuples transfrontaliers à venir partager l'expérience que nous vivons. Et le royaume n'est pas seulement que les brons. Il y a plusieurs groupes ethniques qui forment ensemble avec le royaume bron, qui vivent cette paix. C'est cette paix-là qui est dans cette partie de la Côte d'Ivoire à Bondoukou que nous avons voulu partager avec les autres. Alors, et pour leur montrer aussi que c'est très important
de protéger les frontières. Il y a également une question de diplomatie coutumière, n'est-ce pas, qui entre en ligne de jeu? Oui, cette diplomatie coutumière est en train d'aller sur la 10e édition. Alors cette 10e édition que nous sommes en train de préparer va aller sur cette diplomatie coutumière, puisque déjà nous avons parlé de peuples transfrontaliers l'année dernière. Cette année, c'est pour développer plus cette diplomatie coutumière. Pourquoi? Pour que déjà, avec ce qui se passe déjà dans les deux frontières, c'est important que les peuples, l'hierarchie coutumière elle-même puisse prendre les choses en main et s'imprégner dans les discussions pour pouvoir susciter la paix entre les peuples. Et en termes de plus-value, très rapidement, quel a été le bénéfice de ce festival pour les populations et pour la région? Beaucoup de bénéfices, parce qu'au niveau de transport, au niveau des maquis, au niveau des trucs culinaires, alors c'est un boom économique dans la région. Quand la Daye Kessié vient juste pour 5 jours, c'est un boom économique pour la région. Merci à vous, Monsieur Bini, d'avoir été avec nous dans le cadre de cette page culture dédiée justement au bilan de la 9e édition de la Daye Kessié. Avec vous, nous avons essayé de faire le tour de la question. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain dimanche à 20h, si Dieu le veut.